Steven, bienvenue sur Dual. Trop cool que tu sois avec nous ce matin. Pour commencer, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Si j'y arrive. Donc, Steven Motta, j'ai 36 ans, bientôt 37. Voilà, je suis actif dans la vie professionnelle depuis 2006 déjà. J'ai commencé mon parcours professionnel par un pré-apprentissage en fait d'une année. Non, de 6 mois, pardon. Parce que j'avais fini mon école obligatoire, je savais pas trop par où partir en fait. Et puis j'avais décidé de me donner encore un peu de temps en faisant une 10e année de perfectionnement qui s'appelait l'Opti. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Ouais, une année de transition. C'est ça. Et puis en cours de cette année-là, je me suis dit non mais en fait j'en ai assez de l'école, de cette voie comme ça. Donc j'ai commencé à faire pas mal de stages. Et puis j'avais commencé par un stage en entreprise chez Brauchli pour faire employé de commerce. Ça m'avait pas vraiment convenu au bureau en fait, ça m'a pas trop plu. Et après j'avais fait 2-3 stages en peinture parce que j'avais mon meilleur ami qui était peintre en bâtiment. Et puis il m'en parlait relativement bien de ce métier. Et puis je me suis dit moi je vais tester ça. Et puis je suis parti là-dedans. Et c'est vrai que j'ai assez bien croché. J'ai trouvé ça valorisant d'arriver dans un endroit qui était complètement sale, enfin voilà, on sentait que c'était vieux, et puis de repartir et que tout était propre, tout beau. Donc à partir de là, je me suis dit, je crois que c'est ça que je vais faire. Après, j'avais trouvé une difficulté dans ce métier, c'est qu'en même temps, je voulais à la base devenir joueur de foot. Donc c'était pour ça que j'étais pas très assidu à l'école, donc j'avais pas beaucoup de voies qui s'étaient ouvertes à moi à la fin. Et puis j'avais encore cet objectif-là à l'époque, ouais, j'avais 16 ans, 15-16 ans, d'être joueur de foot, quoi. Et puis je voulais pas tout plaquer pour faire un apprentissage. Et j'avais trouvé un patron à l'époque qui avait accepté de me prendre le matin sur les chantiers et puis de me laisser libre tous les après-midi pour continuer à aller m'entraîner tous les jours. Ce qui était top. Ce qui a permis de faire cet apprentissage de peintre en bâtiment tout en continuant quand même mon parcours de footballeur, enfin en tout cas de jeune footballeur. Mais rapidement, voilà, malheureusement, c'est vrai que la vie de chantier était pénible. Et j'allais aux entraînements l'après-midi et c'était compliqué parce que j'étais fatigué quand même. Donc j'ai pas réussi à suivre longtemps ce rythme. Et puis après, les choses se sont enchaînées et puis j'ai finalement arrêté de pouvoir croire que j'allais devenir footballeur et j'ai dû me consacrer à mon apprentissage. Voilà pour le début de ma carrière professionnelle. Et après, j'ai commencé à faire... j'ai fait mon CFC de peintre quand même, je suis allé au bout. Et puis ensuite de ça, j'ai continué un peu en tant qu'ouvrier pendant une année, un peu plus d'une année. J'ai dû faire l'armée, donc je suis parti à l'armée. Et au retour de l'armée, j'ai eu une grosse remise en question. Je me projetais pas forcément jusqu'à l'âge de 65 ans sur les chantiers. Je me suis dit, mais là, bon, je suis jeune, il faut que je me développe, que je trouve quelque chose à faire. Donc j'hésitais à tout plaquer pour retourner aux études. J'hésitais à faire le gymnase du soir. Enfin, j'avais plein de possibilités, mais je savais pas dans quoi partir. C'était un peu compliqué aussi de revenir à zéro parce que on s'habitue à avoir déjà un petit salaire, même en tant qu'apprenti. Voilà, ça nous permet un peu de sortir, de faire 2-3 trucs. Donc repartir de zéro, c'était pas forcément non plus déjà évident. Et puis mon patron de l'époque m'avait proposé de dire j'en avais parlé que je voulais un peu changer de domaine. J'avais été transparent avec lui. Puis il m'avait proposé de venir donner un coup de main en fait au bureau parce que le contremaître à l'époque dans l'entreprise était un peu sous l'eau. Et puis j'ai repris j'ai dit pourquoi pas, je vais tester ça. Donc j'ai commencé un peu du jour au lendemain technicien dans l'entreprise. Et puis de fil en aiguille, rapidement, le technicien qui était en place, il a fait un arrêt de maladie. Donc je me suis retrouvé seul à cette place à gérer une vingtaine de personnes, à gérer des chantiers.
Puis finalement, voilà, je suis resté là-dedans, j'ai continué dans cette voie. Et puis mon patron de l'époque m'avait encouragé de quand même faire des papiers en même temps, donc de commencer la voie académique un peu pour valoriser aussi mon parcours. Donc je me suis lancé dans la formation supérieure, qui sont des cours organisés par la FREP, la Fédération romande des entreprises de plâtrerie peinture. C'est tous les samedis, avec des cours blocs de 2 semaines aussi en début d'année. Voilà, le parcours est assez long, mais je l'ai commencé en 2014 et je l'ai terminé en 2019 pour obtenir finalement la maîtrise fédérale. Donc j'ai fait tout le parcours entre guillemets académique. Et puis suite à ça, mon patron de l'époque avait finalement eu d'autres opportunités professionnelles aussi. Et puis il y a 3 ans, il a décidé de me remettre les clés de l'entreprise avec la gestion de tout ce qui va avec. Et puis du coup, depuis 2022, depuis mai 2022 officiellement, j'ai repris l'entreprise, donc FR Staff SA à Renan. Et puis ça se passe bien depuis 3 ans. Alors, il y a plein de challenges, mais c'est vrai que je suis assez content de ce parcours parce que finalement, j'aurais appris, je pense, une dizaine de métiers en cours de route. À la base, c'est clair, je suis peintre en bâtiment, donc je suis content parce que je sais faire quelque chose de mes mains. Donc j'aurai toujours, entre guillemets, du travail. Et puis après, intellectuellement, j'ai pu aussi me développer grâce au soutien de mon patron qui était aussi très, très développé à ce niveau-là. Et puis, dans une entreprise, une petite PME, on doit gérer l'aspect RH, la comptabilité, le marketing. Il y a 1000 paramètres. Et puis ça, c'est super, quoi. Parce que du coup, on continue à se développer dans plein de domaines. C'est hyper varié. Et puis, je suis content de ce parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable. On va revenir un peu au début. Dans quelle voie tu étais à l'école? Est-ce que tu étais de la même génération que moi? Est-ce que tu étais en VSG, VSO, VSB? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait aussi aller à l'Opti? Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des stages avant de choisir d'aller dans cette voie de transition? À savoir que la voie de transition, aujourd'hui, c'est un gros dilemme en fait. Après l'école obligatoire, il y a beaucoup de jeunes qui vont en mesure de transition. Alors ça touche aussi les 12e années, comme était l'Opti. Toute transparence, je ne sais pas si ça existe encore, mais je sais qu'il y a d'autres voies comme ça de transition. Puis il y a aussi les RAC, en fait, pour pouvoir passer au niveau supérieur comme on avait aussi nous. Comment ça s'est passé à l'époque à l'école obligatoire? Comment tu te sentais justement par rapport au niveau que tu avais, aux perspectives que tu avais, et puis tout d'un coup ce ras-le-bol de dire non mais en fait je vais faire un apprentissage? Non, c'est intéressant, c'est vrai que cette période-là, il faut même remonter plus loin. Je pense où ça se joue un petit peu, c'est au cycle de transition, qui était la 5-6 à l'époque. Maintenant, vu que c'est le système Armo, c'est 7-8. Ce cycle-là, il est assez, je trouve, compliqué à gérer quand on est pas forcément très bon à l'école, parce qu'on va tout de suite vous mettre dans une case. Et puis cette case-là, on vous la colle, vous avez 12 ans, 12-13 ans. Ouais. C'est hyper jeune. Et puis à partir de là, c'est clair, moi j'étais pas du tout scolaire. Je pense que c'est pas que j'étais pas bon, mais comme beaucoup de gens, c'est juste que ça nous parlait pas trop, quoi. J'étais très bon au dessin, à la gym, dans les trucs cool, quoi. Dans les trucs cool. Moi aussi. Voilà, un point commun. Mais du coup, tout ce qui était langue, apprentissage des langues, le français, les maths, non, ça me parlait pas. J'aimais pas ça, donc ça se ressentait dans mes notes. Et puis, j'ai été relégué en VSO, si on peut dire ça, relégué, quoi. Ouais. Mais donc finalement, après, vous êtes aussi dans un mode où tous les élèves sont pas forcément des gens très branchés à l'école. Donc, au lieu de se tirer vers le haut, vous tirez plutôt vers le bas. Ouais. Donc après, j'ai eu aussi des comportements qui n'étaient pas des mieux à l'école. Vous vous laissez un petit peu influencer. Donc, rapidement, oui, j'ai fait la VSO. Puis l'école, pour moi,
c'était secondaire et j'avais que le foot en tête. Ouais. Voilà, donc c'était Ce qui est bien aussi, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'objectif du tout. Donc déjà d'avoir ce truc de se dire, bon ben, j'ai le foot et puis je suis à fond investi là-dedans, puis j'y crois, c'est déjà un moteur à l'époque. Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ça m'a aidé à fixer un cadre, parce que tous les mercredis, au lieu d'aller traîner avec les potes, je sais pas où, j'avais l'entraînement. Les samedis, c'était match. Si on jouait le dimanche, on avait samedi entraînement. Enfin, c'était hyper chargé. Donc, j'avais pas le temps de travailler mes devoirs ou mes cours. Alors, c'est clair que je faisais jamais rien. Puis, j'arrivais au test. Des fois, j'avais je remplissais feuilles blanches parce que j'avais rien fait, c'est clair. Je me consacrais au foot. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais j'étais focus sur un objectif, puis ma foi, c'est un objectif de l'époque, et je regrette rien. Mais c'est vrai que ça m'a permis uniquement de faire la VSO, puis en 8e année, qui est maintenant la 10e, je suis tombé sur un prof qui a su me parler, m'animer, et je pense que ça fait toute la différence, parce que du coup, il m'a complètement intéressé à l'école, voilà, à ce qui se passait. J'ai adoré ces 2 dernières années d'école, j'ai eu des notes qui ont décollé, j'étais dans les meilleurs de ma classe en VSO, et puis je me voyais pas forcément, je savais pas du tout ce que je voulais faire à part jouer au foot, quoi. Ouais. Donc j'avais des notes qui étaient en progression, et peut-être qu'à partir de là j'aurais dû peut-être plus pousser pour faire le RAC, parce que j'avais eu les points, mais j'étais clairement trop flemmard à l'école, enfin ça m'animait pas, donc j'ai dit non, mais je fais le petit, c'était juste pour gagner un peu de temps, pour me dire que je fais encore un peu le petit, comme ça après je fais du foot. Mais bon, ça s'est pas forcément passé comme ça. Mais j'ai pas eu beaucoup de possibilités de toute façon, c'était le petit, le RAC, ou alors un apprentissage tout de suite. Ouais. Et l'apprentissage tout de suite, j'étais pas encore convaincu de vouloir faire peintre. Donc je me suis donné encore un peu de temps pour me décider. Et puis le petit m'a permis de faire un peu plus de stages, ce qui m'a permis après de me décider de faire peintre. Et du coup, je suis parti au milieu de le petit en pré-apprentissage. Justement, cette place d'apprentissage que tu as trouvée, ce pré-apprentissage, le pré-apprentissage aujourd'hui, il est assez sous-estimé. En fait, il y a peu de jeunes qui vont au pré-apprentissage, alors qu'au final, c'est un truc assez cool. Ouais. Parce que tu peux quand même aller au cours, mais tu n'as pas les tests. Enfin, tu arrives vraiment à te mettre dans le bain. Donc, c'est quelque chose qui est assez chouette et assez sympa. Ouais. Justement, toi, dans cette entreprise que tu as trouvée, et puis ces discussions que tu as pu avoir, et entre guillemets, ce montage de pouvoir aller seulement au travail le matin et puis aller au foot l'après-midi, comment est-ce que tu l'as abordé ? Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné ? Est-ce que tes parents sont venus t'accompagner sur les entretiens pour dire, voilà, en fait, il fait du foot, il est en élite, est-ce qu'il y a une possibilité de s'arranger ? Est-ce qu'au niveau du salaire, t'as ton salaire qui était divisé par 2, ou bien t'avais le même salaire, mais du coup, s'il y a d'autres apprentis, voilà. Raconte-nous un peu ces discussions-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont une passion. Alors, ça peut être le sport, mais ça peut aussi être la musique ou n'importe quoi d'autre. Raconte-nous comment t'as réussi à entamer ces discussions. La chance que j'ai eue, c'est que avec la structure qui était mise à disposition au Lausanne Sport, il y avait une personne qui s'occupait de chaque catégorie d'âge quand on arrivait à ce moment un peu charnière de partir en études ou ailleurs, de placer les jeunes, en fait, trouver des possibilités. Ceux qui n'allaient pas au gymnase, il s'occupait de trouver des contacts par rapport à nos besoins. C'était justement lui qui m'avait pris en apprentissage. C'était un des directeurs chez Brochely Chauffage. C'était lui qui m'avait pris, m'avait dit viens déjà faire un apprentissage, un stage chez moi, tu me diras ce que tu en penses. Il prenait déjà plein de jeunes footballeurs en apprentissage lui-même, et puis c'était un peu la solution de facilité. Donc j'étais parti sous conseil de cette personne faire un stage d'employé de com. Comme j'avais dit, ça m'a pas trop plu. Puis après, il a activé un peu ses contacts, et puis il m'a dit je connais un patron d'entreprise de peinture qui aime le foot, donc on va lui poser la question comment ça se passe. Donc c'est clair qu'il avait démarché déjà le patron, qui avait accepté de me prendre en stage. Et puis le stage s'est super bien passé, et le patron m'avait beaucoup apprécié, donc il m'avait dit moi je suis assez pour, ça me dérange pas de
de faire ce système. Tu viens le matin, par contre tu bosses de 7h du matin, donc dans le bâtiment c'est clair, on commence régulièrement tôt, donc 7h sur le chantier, puis tu fais non-stop jusqu'à 13h, donc ça fait 6 heures de travail. Donc au final c'était pas vraiment 50% parce qu'une journée de travail c'est 8h30, puis j'en travaillais 6 non-stop. Ouais. Donc c'est clair qu'en plus, je devais donner un peu plus parce que Bien de sûr. 7h à 13h sans trop de pause. Après, je devais vite trouver un moyen de manger quelque chose, partir à l'entraînement. Donc c'était un petit peu short, mais ça s'était bien passé. Donc ça, je peux que remercier ce patron de m'avoir donné cette possibilité-là, de m'avoir soutenu aussi. Après, je devais jouer le jeu aussi parce que sur les 5 jours de la semaine, j'avais un jour de congé. Et c'est vrai que je rêvais de pouvoir quand même pouvoir me reposer. Maintenant, ce jour-là, je devais bosser la journée complète. Ouais. Donc, alors que les autres qui étaient au gymnase, ils avaient le mercredi après-midi congé. Enfin voilà, ils étaient bien plus sûr. allégés. Donc c'est ça qui a compliqué après le fait quand même de pouvoir rester performant, parce que la récupération c'est primordial. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. Donc c'était devenu compliqué, mais autrement par rapport à toutes ces démarches, c'est vrai que j'avais été bien soutenu, heureusement. Et puis j'avais eu mon père aussi qui s'était beaucoup investi à venir rencontrer le patron. Et ça, je trouve, maintenant, moi qui ai l'autre casquette, je trouve je vois plus les parents quasiment dans cette démarche. Ouais. On sait pas trop qui ils sont, leur enfant a 18 ans, donc voilà, j'ai souvent contact avec le jeune, mais rarement avec les parents. Ok. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me frappe régulièrement. Enfin, même moi qui était à la fin de mon apprentissage majeur, mes parents étaient venus remercier mon patron, merci pour l'apprentissage et tout. Enfin, voilà, il y avait un suivi. Après, c'est peut-être la vieille école, mais c'est vrai que j'avais été quand même passablement soutenu tout le long de ce processus un peu compliqué entre le pré-apprentissage, la recherche de ce qu'on veut vraiment faire, l'apprentissage et puis l'aboutissement avec le CFC. Ouais. Après, c'est vrai que je viens d'une famille qui valorisait beaucoup le travail manuel. Ok. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a joué, c'est que au regard des autres, au regard extérieur de ma famille, c'était peut-être pas forcément très glorieux de partir faire un apprentissage de peintre en bâtiment. Ouais. Mais par contre, mon père et ma mère étaient hyper fiers parce qu'ils se disaient au moins tu verras, tu seras jamais au chômage, t'as du boulot. Donc pour eux, c'était top. Ouais. On a toujours eu un peu cette mentalité. Mon frère, il est maçon, constructeur de route. Mais voilà, on est vraiment à la base plutôt dans le manuel. Ouais. Et justement, donc, quand tu as terminé ton CFC, on t'a tout de suite proposé de rester dans l'entreprise. C'était quelque chose qui était prévu, ça se faisait comme ça de facto. Comment ça s'est passé ? Alors bon, faut te dire, je pense globalement dans le bâtiment, on n'est pas forcément toujours à faire des séances puis à anticiper les choses. On en parle un peu comme ça, et puis les choses se font relativement naturellement. Puis l'apprentissage s'était bien passé, donc il n'y avait pas forcément de raison que je quitte. Mon patron m'appréciait bien, on avait un bon contact, donc tout se passait bien. Et puis à partir de là, je veux dire, je devais travailler encore 6 ou 8 mois après mon CFC, puis après je devais faire mon école de recrue. Donc c'était pas le bon moment pour en discuter. Et puis mon patron avait accepté de me garder. Donc ça fait un peu naturellement. J'ai continué 8 mois dans l'entreprise. Ouais. Je suis parti à l'armée. 4 mois après, je suis revenu. Puis les choses avaient commencé un peu à changer dans la société dans laquelle j'avais fait l'apprentissage. Le patron commençait à remettre à quelqu'un d'autre. Je m'identifiais peut-être plus trop dans la société. Donc j'avais eu la chance pendant mon parcours en fait d'apprentissage et au début de mon CFC, une fois que j'ai été ouvrier, j'étais prêté en fait dans la société de FR Staff où je travaille actuellement. Ah, ok. Et j'avais été prêté par mes patrons se connaissaient, et puis nous on avait un peu moins de travail, de l'autre côté ils en avaient, puis j'avais été prêté dans cette boîte. Ouais. FR Staff, et puis j'avais travaillé 2 mois chez FR Staff, ça s'était très bien passé, et puis le directeur, Jean-François Pitet m'avait dit la porte elle est ouverte si jamais un jour tu veux venir. Ah ouais. Donc je suis reparti après travailler dans la première entreprise d'apprentissage. Et puis ensuite de ça, je me suis dit, après 2-3 mois, ça a commencé à me travailler. Je me suis dit non, mais c'est vrai qu'il faudrait que
je pense que je change, c'est le bon moment. Ouais. Parce que je suis encore considéré, il y a toujours un peu ce problème d'être considéré toujours comme un peu l'apprenti, ou alors il faut faire 3 fois plus pour se démarquer, donc je me suis dit c'est peut-être bien aussi que je voyais autre chose. Et du coup j'avais accepté, j'ai recontacté Jean-François Pitet qui m'avait dit bah ok, pas de problème, on va regarder, et puis j'ai jamais été à l'arrêt une semaine, quoi. J'ai toujours travaillé depuis, quoi. J'ai jamais eu un problème de retrouver du travail. Et puis justement, donc Jean-François était accueilli et là, t'as fait quoi? T'as fait une année, tu disais, à peu près, une année où t'as bossé sur les chantiers normaux, et puis tout d'un coup, t'as senti que tu pouvais aller lui parler et puis lui exprimer, en fait, en lui parlant un peu, voilà, peut-être de tes idées, peut-être une forme de frustration. Enfin, c'était quoi les sentiments? Puis lui, comment il les a accueillis, et puis qu'est-ce qu'il t'a fait comme proposition? Bon, là, je dois dire que j'ai eu une chance énorme de tomber sur Jean-François Pitet, parce que c'est une personne qui, justement, qui est peut-être pas forcément avec les codes du bâtiment. Donc, il a peut-être, je veux pas caricaturer, mais qui a peut-être une plus grande ouverture d'esprit, qui est plus formaté, justement, manager. Ouais. Donc, il a cette sensibilité d'écouter un peu plus que le patron de guillemets du bâtiment qui s'est fait lui-même et puis qui a circulé, il n'y a rien à voir, et puis on discutera quand il y aura un problème. Lui était très ouvert et faisait quelque chose d'incroyable à l'époque, c'est que chaque jour d'anniversaire des ouvriers, en fait, il nous invitait au restaurant. Donc bon, à l'époque, on était une douzaine d'ouvriers, et quand c'était l'anniversaire, il disait à midi, je vous invite au restaurant. Puis ça permettait toujours d'avoir un échange intéressant. Puis bien sûr, je pense qu'il en profitait pour un peu sentir la personne, où elle en était, comment elle se sentait dans la boîte. Et puis j'avais commencé en 2010, et je crois que c'était en 2012, à mon anniversaire, on a été manger ensemble. Et puis là, je lui ai parlé en toute franchise que je commençais un peu à tourner en rond dans ce métier, que je me projetais peut-être de moins en moins à l'avenir ici, voilà, que je voulais un peu plus me développer. Mais que je savais pas trop dans quoi partir. Puis j'avais bien senti que ça l'avait quand même marqué, parce que il voulait certainement pas que je parte. Et puis du coup, je pense que ça l'a fait travailler. Puis 3 semaines après, je partais à l'école en cours de répète. Et au retour de mon cours de répète, il m'a dit il faut qu'on se voit. Et puis il m'a tout de suite proposé une piste de développement. Donc j'ai eu cette chance-là où il m'a écouté, il a pris en considération, puis les choses de la vie ont fait que c'était aligné par rapport aux besoins aussi de l'entreprise. Et ça m'a permis de pouvoir mettre un pied dans autre chose, et de commencer technicien, et puis à faire de la gestion. Justement, ça, donc les premiers pas dans le bureau, donc tout d'un coup, c'est toi qui es... J'arrive pas à dire si c'est une promotion vis-à-vis de tes collègues. J'ai un copain à moi qui est dans le bâtiment, mais dans un autre domaine, et il me dit que c'est quand même un challenge d'aller prendre les ouvriers puis de leur dire maintenant, en fait, tu vas aller faire du bureau et puis tu vas voir autre chose. Donc je crois que les profils comme toi, ils sont plutôt valorisés, dans le sens où on va plutôt être content que quelqu'un ait envie de faire du bureau, parce qu'en général, si tu fais du bâtiment et du chantier, c'est ça que t'aimes, c'est être sur le chantier et puis un peu sur le qui-vive comme ça. Ouais. Est-ce que tu as été formé? Est-ce que c'est ton patron qui t'a formé au bureau, ou est-ce que c'était l'autre technicien? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'on t'a tout de suite donné une perspective de formation supérieure, ou est-ce que c'est venu après parce que tu avais des affinités avec ce côté bureau et technique? Alors c'est clair que au niveau de la formation interne, comment ça s'est passé? Encore une fois, dans le bâtiment, il n'y a pas vraiment de formation ou d'encadrement. Enfin, j'ai été soutenu, ça c'est une chose. J'ai été formé sur certains aspects. Je suis tombé dans une entreprise qui était un peu atypique, justement, avec un directeur qui venait pas du bâtiment. Donc tout ce qui était technique du bâtiment pur, il ne pouvait pas forcément me l'apprendre, parce qu'il venait pas de ce métier. Oui. Par contre, il m'a apporté tout l'aspect, il m'a énormément développé dans tout l'aspect gestion, managériale. Ça, c'était hyper valorisant. Et c'est ça qui était, je pense, qui fait ma force d'aujourd'hui, c'est qu'il m'a développé ce côté que j'aurais jamais eu accès ou autant accès avec un patron de
normal, quoi, qui a fait sa société. Oui. Parce qu'il a eu accès, lui, aussi à des hautes études, à d'autres choses, qu'il a réussi à me transmettre pendant tout le long de mon parcours. Et quand je suis arrivé au bureau, la personne qui devait un peu me soutenir au niveau technique, au niveau finesse du métier de technicien, il a rapidement fait un burn-out. Donc, à partir de là, je me suis retrouvé vite seul à devoir me débrouiller. Ouais. Mais bon, on vous dira souvent dans le bâtiment, il faut se débrouiller, il faut un peu se sortir les pouces et puis aller. Donc, c'est aussi ce qui fait la force au final, c'est qu'on se fait par soi-même, on apprend, on fait des erreurs, on les corrige, on trouve des astuces. Et puis, quand on a envie, on y arrive. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi. J'ai toujours été quand même bien encadré. Puis il faut demander aussi. Au bout d'un moment, quand on ne sait pas, faut oser, il faut avoir l'humilité de dire ça, je ne sais pas faire. Ça, c'est un petit truc aussi dans le bâtiment, c'est qu'on prétend toujours être meilleur que les autres, tout connaître, tout savoir, parce que c'est un peu ce milieu comme ça. Mais voilà, j'ai jamais eu honte de dire ça, je ne sais pas faire, si tu peux me montrer, ça, je ne suis pas capable. Et puis au moins, si on n'est pas capable une fois, on nous le montre, on trouve une solution, puis on arrive à se développer. Ouais. Donc, je pense avant tout, oui, il faut être humble, parce que quand on passe d'ouvrier, entre guillemets, ouvrier productif à un poste de technicien, rapidement, on peut se dire, voilà, c'est bon, maintenant je gère, je dirige et tout. Et si on fait cette erreur-là, je pense qu'on se tire une balle dans le pied, quoi. Il faut rester vraiment humble. Et justement, la perspective des études supérieures, est-ce que ça arrivait tout de suite ou est-ce qu'il te l'a proposé au bout d'un moment quand il a vu que tu étais à l'aise, ou c'est toi qui es venu vers lui en disant « Ah, j'ai identifié ça comme formation ». Alors, c'est un peu contradictoire, mais c'est vrai que je suis resté à l'époque focus en disant « Bon, les études, ça sert pas à grand-chose ». Puis je suis pas trop académique, donc ça me parlait pas trop. Et c'est plutôt Jean-François Pitet qui m'a approché après 2 ans de technicien. J'avais fait 2012, 2014 et début 2014, avec son épouse aussi à l'époque qui travaillait dans la société, m'avait convoqué et puis il m'avait dit mais il faudrait vraiment que tu fasses des papiers, quoi. Enfin, vraiment que ça atteste de ton parcours. Chose que... franchement, qui me motivait pas beaucoup. Je me disais, mais finalement, moi j'ai appris, voilà, enfin, je suis en train d'apprendre sur le tard, ça va très bien, quoi, ça me suffit. Je suis pas encore obligé d'aller me faire des samedis, d'apprendre la théorie, de me reposer sur un banc d'école. Ça me parlait pas trop. C'était beaucoup d'investissement de temps, c'était quand même de l'argent. Donc, c'était pas forcément évident. Puis déjà une activité professionnelle qui était dense. Donc, rajouter ça, j'étais pas forcément hyper motivé. Et il m'a quand même pas mal poussé. Et j'ai fait le test d'entrée pour chef d'équipe. Et puis tout s'est bien passé. Et finalement, moi, j'ai dit, pourquoi pas. Et au final, il m'a convaincu. Il m'avait fait un peu germer cette idée. Et au final, je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et c'est vrai que c'est peut-être bien en Suisse, quand même d'attester son parcours. Même si je peux dire, oui, j'ai géré une entreprise pendant 10 ans. Oui, c'est bien, ça vaut beaucoup. Mais si en plus derrière, on amène un papier comme quoi on dit, voilà, on a fait une maîtrise fédérale, on a le package complet. Et puis ça permet quand même de toute façon de se fermer aucune porte. Avec une maîtrise fédérale, on peut accéder à faire des expertises, on peut être conseillé pour des choses. Donc c'est très vaste. Et ça, je regrette pas, parce que du coup, on sait pas de quoi l'avenir sera fait encore une fois. Et peut-être à 50 ans, je serais bien content peut-être de diminuer mon taux dans la société, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on a fait le tour. Et puis peut-être faire d'autres choses, plus d'expertise. On sait pas. Mais au moins, grâce à ça, je regretterais pas d'avoir mon bagage complet et puis de pouvoir m'ouvrir toutes les portes. Le papier de chef d'équipe, donc ça, c'est un brevet fédéral? Ou c'est quoi le titre officiel de la première formation que tu as fait? Alors c'est par 3 comment dire, blocs. Oui. Le premier bloc, c'est chef de chantier. Chef de chantier, ok. Qui est plutôt une attestation mise en place par la FREP, par la Fédération romande des entreprises de plâtre et peinture, oui. qui fait ce premier step, entre guillemets, pour dire, voilà, on a déjà participé au premier cours.
à ce premier module, mais il n'est pas reconnu au niveau fédéral. C'est simplement une partie préparatoire pour le brevet. Ça fait partie intégrante du brevet. On est obligé. En fait, c'est des cours qui font partie du brevet. D'accord. Mais ils font déjà ce premier bloc pour dire, voilà, ceux qui veulent vraiment faire une petite formation, bah voilà, vous avez une attestation comme quoi vous avez fait ce qu'il fallait pour être chef d'équipe. D'accord, ok. Mais beaucoup de gens, quasiment, je pense 90%, continuent jusqu'au brevet. D'accord. Et puis là, on a le brevet fédéral, qui est le brevet fédéral de contremaître. Oui. Responsable d'exploitation. Et ça, c'est vraiment le premier papier officiel fédéral. Ok. Et contremaître, c'est dans beaucoup de métiers. Moi, j'ai un copain maçon qui a fait contremaître, mais dans la maçonnerie, du coup. Donc, c'est ça. C'est propre à chaque métier. C'est propre à chaque métier. Et je pense qu'il y a dans tous les métiers de l'artisanat du bâtiment qui ont ce degré-là du brevet. Et puis ensuite, si on a envie de continuer, on est obligé de passer par le brevet. Et puis, on continue par la maîtrise, qui est un diplôme. C'est le diplôme, on appelle la maîtrise fédérale, mais c'est le diplôme fédéral de maître peintre. Et justement, là, le brevet fédéral, est-ce que tu peux déjà choisir une différence entre la peinture et la plâtrerie, ou c'est à quel moment que tu choisis? Parce que justement, je me souviens plus si la maîtrise, on est maître peintre, mais est-ce qu'on peut être maître plâtrier? Oui. Comment ça s'est fait aussi peut-être pour toi, ce choix en fait? Parce qu'il y a des entreprises qui font les deux. Je ne sais pas si c'était le cas de l'entreprise où tu étais, où tu es maintenant encore. Oui. Peut-être explique-nous ces différences, puis à quel moment il faut choisir, et puis toi, pourquoi tu as choisi une voie plutôt qu'une autre? Alors à la base, c'est vrai que j'ai décidé de faire peintre en bâtiment. Donc pas du tout la plâtrerie. C'était sans connaître forcément les interactions très, très proches entre la plâtrerie et la peinture, parce qu'au final, c'est vrai que les entreprises font quasiment tout le temps les deux. Après, moi, je viens d'une petite entreprise qui faisait beaucoup de travaux de gérance, donc on rafraîchissait beaucoup d'appartements, donc on faisait très peu de plâtrerie. Donc à partir de là, j'ai surtout fait de la peinture. Ouais. Donc j'ai eu mon CFC de peintre. Donc le CFC de peintre, il vous donne pas accès plus tard on peut pas se dire finalement je vais quand même faire la maîtrise en plâtrerie. Il aurait fallu que je fasse le CFC de plâtrerie aussi pour pouvoir le faire. Après il faut savoir aussi qu'après le CFC de peintre, on peut rajouter 2 ans et puis on fait plâtrier, comme ça on a la double formation. Oui. À l'époque, ça existait la formation de plâtrier peintre en même temps. C'était sur 4 ans au lieu de 3, mais ça, ils ont arrêté. Donc, ça n'existe plus, on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Et puis, si on veut, après, faire un raccord à la fin, en fait. Donc, c'est de rajouter des années d'apprentissage pour faire soit plâtrier si on a fait peintre, ou soit peintre si on a fait plâtrier. Donc, j'avais pas trop le choix de faire ma maîtrise en peinture. Ok. Mais après, c'est clair que c'est très lié au final. Moi, je gère une entreprise qui fait de la plâtrerie peinture. Notre chiffre d'affaires, c'est 65% de plâtrerie et 35% de peinture. Donc, c'est clair que le plâtre, ça reste un gros morceau de toute façon. Ça génère plus de matériaux, il faut plus de monde pour le faire. Donc, c'est clair que c'est un poste important. Mais ça, j'ai dû l'apprendre. C'est clair que je suis pas plâtrier de métier, je connais la théorie, et puis après la gestion, ça reste la même chose qu'une entreprise finalement de peinture. Donc du moment qu'on a la maîtrise, on sait gérer l'entreprise. Je dis pas que j'aurais la prétention de gérer une entreprise de menuiserie, parce que je pense que c'est quand même important de connaître son métier et puis les finesses du métier. Oui. Mais dans sa globalité, vu que j'étais très lié à la plâtrerie tout le long, j'ai pu l'apprendre comme ça, puis avoir les capacités de gérer aussi cet aspect-là. Justement, par rapport au premier papier que tu as fait de chef de chantier / chef d'équipe, le brevet fédéral et la maîtrise, quels ont été les paliers et qu'est-ce que tu as vu comme différence à chaque fois, et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Faut dire que le début, ça reste assez... ça reste, je dirais, un CFC un peu plus poussé. Ça reste encore assez simple, ça reste dans des calculs, dans des choses qu'on a vues qui restent assez bâtiment, accès technique. C'est ça, je dirais, dans l'aspect chef d'équipe et puis jusqu'au brevet. Chef d'équipe, on est très calcul de matériaux, calcul de quantité, gestion un peu des équipes,
rapport de régie, enfin ce genre de choses, technologie, peinture, on va un peu plus loin dans les matériaux, etc. Après, plus on avance, plus ça devient de la gestion. C'est ça que j'ai commencé à aimer, c'est on commence à avoir de la gestion du personnel, on commence à avoir du marketing, un peu de comptabilité. Alors bon, la comptabilité, c'est pas non plus évident, puis on va pas l'apprendre comme ça en 2 mois, mais ce qui est important, c'est que ça vous donne des clés. Oui. Et puis à partir de là, on peut travailler avec. C'est clair qu'on n'est pas expert comptable, mais on comprend ce que c'est un fiduciaire et comment on va fonctionner avec, et puis qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que c'est un rapport d'audit, enfin plein de petites finesses qu'on n'aurait pas eu accès, et puis grâce à ça, ça permet de pas trop être largué quand on discute avec, parce qu'on comprend quand même ce que c'est actif-passif, voilà, ces petites Compte choses. de résultats. Voilà, c'est le bilan, enfin à quoi ça sert, pourquoi on fait, c'est important, et ça, la maîtrise, vous donne accès à avoir quelques outils par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'en partant de chef d'équipe, on est d'abord très technique, et puis plus on avance, plus on vient dans la gestion, que ça soit RH ou comptabilité. Justement, le fait de passer du bureau et de tout d'un coup à l'entrepreneuriat, il y a d'autres enjeux, parce qu'au début, tu gères les équipes, tu gères les projets, les chantiers, et puis tu as peut-être moins cette perspective de rentabilité, de combien de temps tu as passé sur le chantier. Enfin, voilà, toi, c'est peut-être pas forcément ton rôle au début. Le but, c'est que les gars aillent au bon endroit au bon moment, on dira. Exactement. Ouais. Et ça, justement, qu'est-ce que ça t'a développé chez toi comme affinité, en fait? Parce que voilà, il y en a qui vont adorer les RH, comme tu disais, peut-être le côté managérial, aussi le côté leadership. Tu as aussi repris des gars que tu connaissais depuis tout jeune. Hein. C'est des fois pas évident quand ça fait longtemps qu'on est dans une entreprise et qu'on la reprend. Mm-hmm. On a eu plusieurs personnes qui sont venues là où tout d'un coup, voilà, c'est toi le patron. Et puis qu'est-ce que tu as développé comme affinité, que ce soit avec les RH, le management, peut-être la comptabilité? Est-ce que tout d'un coup tu t'es dit, bon, en fait, j'adore les chiffres et puis je vais devoir calculer. Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme aura sur les différents trucs que tu as vus? Je dirais là, le premier truc, c'était la gestion des équipes, en fait. C'est de passer, trouver les clés, de se dire, voilà, on était 15 à l'époque, je passe technicien, je passe responsable de ces gens avec qui je bossais. Et déjà de trouver les clés pour pas les brusquer, pour quand même les motiver, pour pas passer pour le méchant qui fait que dire que rien ne va. Donc je reviens encore vraiment, mais ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de recul sur soi, puis de se dire ok, maintenant je suis technicien, mais j'ai besoin de tous mes gars, parce que sans eux, on n'est rien du tout non plus. Donc tout le monde est important. Et on a beaucoup ce cliché dans les entreprises, en disant le patron, oui, c'est le patron, mais le patron, il n'est pas plus important que l'apprenti au final, parce que l'apprenti, on en a besoin, il a son utilité dans l'entreprise. L'ouvrier, il a ses qualités et ses défauts, on a besoin de ses qualités, des fois bien sûr un peu moins de ses défauts, mais ils ont tous leur importance. Et ça serait une grave erreur de dire maintenant je suis technicien, je suis plus important qu'eux. Ouais. Et ça, c'est des fois ce qu'on peut faire ressentir à l'équipe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est développer cette sensibilité, ce côté, mon équipe, c'est quand même mes gars, et puis on bosse ensemble. Et ça, c'était la première étape que j'ai bien aimé développer, c'est plutôt la relation humaine, la gestion RH, entre guillemets. Ouais. Après, du coup, vu que j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé aussi tout ce qui était derrière un peu plus technique. Le conseil client, quand vous allez sur place, sur des chantiers, voir des architectes ou des clients privés, ils savent pas trop sur quoi partir. Pouvoir les conseiller et puis être légitime là-dedans, j'ai trouvé que c'était top aussi de dire non, mais faites plutôt ça comme ça. Puis d'être écouté et d'être compris, c'est assez valorisant. Puis du coup, on se prend un peu au jeu quand même, parce qu'on dit voilà, je peux aussi aider avec mon expertise, avec mon savoir-faire, parce qu'il faut le dire. Et puis derrière, on se dit c'est assez cool et valorisant, surtout vu le parcours d'où je venais, où à l'époque on sort d'une VSO où on a un petit peu
voilà, on pense qu'on a un peu raté son parcours. Puis au final, bah non, des années après, on dirige des gens, on dirige une équipe, on conseille des clients, on nous fait confiance, on a des responsabilités. Donc au final, c'était top et je trouve vraiment valorisant quoi, comme parcours. Et lorsque on reçoit la proposition, voilà, Jean-François qui dit bon, en fait, je veux te remettre l'entreprise. Est-ce que c'est arrivé d'un coup? Est-ce que c'était, comment dire, est-ce que tu la voyais venir? Parce que c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'il est pas parti à la retraite en fait. Il a Non. changé de job. Ouais. Voilà, est-ce que ça a été un peu comme la première fois où quand t'es rentré de l'école du cours de répète, il t'a dit bah voilà, j'ai trouvé une solution. Ouais. Comment ça s'est fait? Puis après, bah, d'un point de vue émotionnel, c'est quand même un gros truc. Hein. C'est tout d'un coup, voilà, t'as la trentaine, tu te dis, bah, en fait, non, je reprends une entreprise. Donc souvent, quand tu reprends une entreprise, pas pour te tirer 3 ans plus tard. Ouais. Donc comment ça s'est fait, ce moment-là? C'était très spécial quoi, parce que du coup, c'est vrai que moi, je m'y attendais pas du tout. On en discute depuis des années, on est très proche avec Jean-François parce que c'est clair, vu la collaboration, je gérais tout l'aspect technique, donc on avait beaucoup besoin d'échanger, donc on avait beaucoup de contacts. Et c'est vrai que on se disait qu'un jour, ce serait certainement moi qui reprendrais, mais voilà, c'était des discussions un peu informelles. De bistrot, quoi. Voilà, complètement. Et puis tout d'un coup, un jour, fin 2021, il me demande qu'on se voit, et puis il m'annonce que comme quoi il avait postulé à la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Ça, je le savais pas, hein, bien sûr, il avait fait de son côté, puis qu'il avait été retenu et qu'il avait accepté le poste. Donc j'ai dit ok, c'est incroyable déjà ce poste-là. Je me suis dit bon waouh quoi, c'est quand même un sacré truc et tout. Directeur de la fédération, c'est énorme. Et je voyais bien où il allait en venir, quoi. Enfin, c'était pas forcément sûr, mais je me suis dit, bon, il va peut-être m'annoncer ça, quoi. Puis du coup, il me dit, ouais, et puis du coup, c'est toi qui vas reprendre si tu l'acceptes, mais je te laisse un peu de réflexion, mais moi, il faut aussi que je puisse valider de l'autre côté mon poste. Donc, tant que tu me dis pas oui, je valide pas. Mais il faut vraiment, je sais plus, on avait deux semaines de réflexion, un truc comme ça. Ouais, ce qui est peu. Ce qui était peu. Ouais. C'est beaucoup et c'est rien. Exactement. Mais au final, c'est clair que c'était très surprenant. Et au final, la suite c'était quoi pour moi, entre guillemets? C'était soit je crée une entreprise pour me développer, ou soit je continuais dans celle-ci. Et c'est clair que je suis assez quelqu'un qui suis fidèle, qui continue une ligne. Donc je suis pas allé voir tous les 6 mois pour voir si c'est mieux ailleurs. Ouais. Et donc, vu le parcours que j'avais, je connaissais bien quand même la clientèle, bien les ouvriers et tout. Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas. Et au final, c'était une opportunité parce que faut bien se dire que je risquais pour l'instant pas grand-chose. J'étais pas propriétaire d'entreprise. Ils me donnaient le poste de directeur. Donc, c'était encore, oui, plus de responsabilités. Mais à partir de là, entre guillemets, je me rate, quoi. Puis c'était plutôt pour moi une grosse prise de risque pour Jean-François. Parce qu'il me déléguait toute la responsabilité pour lesquelles lui s'était engagé sur certains aspects. Donc j'ai senti par contre le poids vraiment des responsabilités à ce moment-là, ça c'est sûr. Oui. Encore plus du moment qu'on prend vraiment le rôle et qu'on s'installe au bureau en disant voilà, maintenant le matin, c'est moi qui arrive et c'est plus Jean-François. Il y a des petites étapes un peu comme ça qui se disent, qui nous font rappeler que ouais, on est maintenant le patron puis que c'est à nous de diriger. Donc on sent des fois cette pression, mais sinon c'était quand même une suite logique. Je m'y attendais pas, ça se passe si vite, ça c'est sûr. Mais au final, c'est top quoi. Je regrette pas. Puis quand vous avez des fois des opportunités, on vous dit souvent faut les saisir. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et justement, donc là t'es directeur, lui il est encore administrateur. Est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport aux parts, dans le sens où voilà, tout d'un coup le succès de l'entreprise c'est aussi grâce à toi entre guillemets depuis bientôt 3 ans. Comment est-ce que c'est tout de suite quelque chose qui est venu sur le tapis, ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit progressivement en disant mais en fait
j'en sais rien, on fait X de bénéfices par année, ça marche bien, ou même mieux, on grandit parce que peut-être que j'amène une autre impulsion, des fois c'est ça aussi. Hein. Oui. Quand il y a un nouveau gars qui arrive, des fois ça amène, soit des fois c'est un peu qui tout double, hein, j'ai envie de te dire. C'est soit l'entreprise elle supporte pas du tout ça. Des fois, c'est quand il y a plutôt un externe qui arrive, mais souvent, quand il y a un jeune qui reprend, qui a depuis un moment, en général, ça rebooste l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des discussions déjà, ou est-ce que c'est quelque chose qui, d'un premier abord, ça t'a pas du tout traversé l'esprit? Non, les discussions étaient déjà un petit peu entamées, mais justement un peu plus informelles quand même. On se disait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on regarde pour commencer à avoir cette transition, pour la mettre en place. Oui. Parce que Jean-François, même s'il a encore un peu de temps, se rapproche de la retraite, et son but c'était quand même de la remettre 100% au moment de la retraite, ou voire peut-être un peu avant. Ouais. Donc il restait quelques années, il fallait qu'on commence à mettre un plan en place, parce que le but c'est de céder des parts petit à petit. Et puis c'est clair que quand on émerge du bâtiment, j'ai pas d'argent à investir, ou je peux pas racheter une entreprise comme ça. Donc Bien sûr. et on est obligé de trouver des solutions en interne, et de générer du chiffre pour pouvoir faire un rachat progressif. Ouais. Donc c'est plutôt dans ces pistes-là qu'on est en train de discuter, et d'organiser une transition qui va se faire dans le temps. Moi, je suis pas forcément pressé non plus. Je veux dire, ça me convient comme ça. On est en train de discuter pour finaliser les dernières étapes de cette transition. Mais c'est vrai que pour moi, au départ, c'était pas la priorité. La priorité, c'était de se dire, bon, ok, je reprends le rôle, je vais déjà montrer que je suis à la hauteur. Ouais. C'est toujours un peu mon principe, dire bon voilà, je vais déjà faire mes preuves, et une fois que mes preuves sont faites, que je prouve que l'entreprise tourne avec moi à la tête et tout, ok, je suis légitime de dire voilà, qu'est-ce qu'on met en place, et puis comment on fait pour que je puisse la reprendre à terme. Ouais. Voilà. Et donc maintenant vous êtes combien dans l'entreprise? On est une bonne vingtaine, Ouais. tout confondu avec le personnel administratif. Et puis je gère aussi une petite entreprise qui est dans les mêmes locaux et tout, où on est spécialiste pour les traitements acoustiques, plafond en toile tendue, plein de choses comme ça. Ok. On a 3 personnes, et puis j'ai un directeur qui gère cette équipe de 3, mais par-dessus, s'il y a des décisions un peu plus importantes, on les prend comme un accord, et puis du coup je gère un petit peu cette société aussi. Ok. Et t'as des apprentis du coup? T'en as combien? Alors j'ai un apprenti de première année peintre. Ouais. En CFC, j'en ai un qui fait l'AFP. Ouais. Et puis j'ai un plâtrier CFC. Donc j'ai 3 apprentis actuellement. Et puis, comment tu la sens, cette nouvelle génération qui attise toutes les discussions sur parfois le défi d'inculquer certains principes, certaines valeurs. Moi, je dis toujours que nous, on est la génération Y, une sorte de génération de transition un peu entre les patrons de l'époque, comme tu dis, des fois un peu bourrus, et puis cette nouvelle génération. Donc on a un rôle qui est pas évident parce qu'on est un peu entre les deux. Complètement. Ouais. Et est-ce que toi, tu vois une différence dans la gestion ou dans la dynamique, puis qu'est-ce que cette nouvelle génération t'apprend aussi sur toi-même et puis sur ta façon de gérer? Ouais, c'est assez complexe comme question, parce que c'est tellement varié selon les profils d'apprentis, mais si on doit tirer quelques généralités, c'est vrai que je trouve des jeunes qui sont de plus en plus quand même refermés quand même sur eux-mêmes, qui ont de la peine à s'exprimer, à avoir un peu une certaine forme de confiance. Ils sont très réservés. Oui. Donc c'est compliqué il faut toujours gratter pour comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui leur pose problème. Et c'est vrai que la base, c'est la communication, pour pouvoir après mettre en place des systèmes ou un cadre qui leur convienne. Et quand ils nous disent pas, il y en a qui ont des problèmes à la maison de plus en plus, avec des parents soit qui se divorcent, soit des fois violents, avec plein de problèmes, quoi. La problème de la vie, mais ces jeunes-là, ils viennent au travail et ils ont l'impression que ils en parlent pas, enfin qu'ils n'ont pas le droit.
Donc c'est compliqué parce que nous, du coup, on est dans le quotidien, on est dans notre... on doit faire fonctionner l'entreprise. On peut pas... on a bien sûr un rôle social. Moi, j'aimerais bien pouvoir plus être dans le social, mais au bout d'un moment, il y a une réalité derrière, malgré tout économique, et il faut que l'entreprise fonctionne. Donc, on peut pas tous les prendre tout le temps par la main, puis les aider. On essaie de faire un maximum, mais si eux, ils viennent pas avec, à en parler, c'est compliqué. Et je trouve que cette génération a de la peine quand même à exprimer leurs besoins et à exprimer ce qui va pas. Donc ça, c'est un premier point qui est assez compliqué. Et puis de l'autre côté, je prends ma part aussi de responsabilité comme je disais avant. Le problème, c'est que on a de moins en moins de temps, quoi. On a des pressions énormes sur les plannings, sur les rendements de chantier. Donc l'apprenti, des fois, oui, il est un peu délaissé quand même dans tout ça. Et je prends mon cas d'apprentissage. Moi, j'étais avec un ouvrier qui était extrêmement dur, extrêmement exigeant envers moi, à la limite des fois de l'acceptable. Je pense que même aujourd'hui, très peu de jeunes accepteraient ce genre de traitement. Ouais. Mais au final, moi, je l'avais accepté plus ou moins. Pas trop le choix. Mon père, c'est comme ça. Il faut que tu suives et que tu bosses. Ouais. Et puis voilà. Je dis pas que c'est tout bien aussi. Non. Mais au final, c'est vrai que j'ai eu une rigueur énorme et j'ai eu une personne qui m'a suivi de A à Z et qui au final voulait que je sois un des meilleurs peintres de ma session d'apprenti. Donc au final, c'était aussi bien d'avoir quelqu'un qui vous suit du début jusqu'à la fin, puis qui est quand même investi là-dedans. Et chose qu'on a de la peine, on a quand même des ouvriers qui sont encore une fois sous pression, qui n'ont pas forcément toujours la fibre de transmettre un métier. Et on ne le sait pas forcément. Donc des fois, des jeunes vont passer 3-4 mois avec un ouvrier qui ne va pas forcément être très bienveillant. Pardon ? Pédagogue, voilà, c'est bien dit. Parce que c'est compliqué, surtout il y a des écarts encore plus importants. Moi, j'ai 36, mais j'ai des ouvriers qui en ont 50, 55. Ils ont un jeune de 16 qui arrive, ils arrivent pas à se comprendre. Ouais. Parce que le jeune, il parle pas trop. Dès qu'il a 5 minutes, il sera sur le Natel. Et puis, ça énerve. Donc, ça crée ça crée... des clivages un peu, ouais. Voilà, complètement. C'est ça. Donc ça, c'est un challenge de réussir à intégrer de plus en plus quand même ces jeunes, en sachant tout le challenge que c'est à 16 ans d'arriver dans une entreprise, dans un monde professionnel. C'est très compliqué. J'essaie de m'en souvenir aussi et je sais que c'est des horaires, on part à 6h30 de la maison, on arrive à 7h moins 10, moins 5 à l'atelier, on est déjà en activité physique, on est avec... on est dans la vie active. Et ça, c'est autre chose que d'aller à l'école et puis de s'asseoir sur une chaise et puis soit on a envie de faire quelque chose, soit on n'a pas envie, ça change rien. Ouais. Au pire, on prend une petite punition ou un truc. Maintenant, dans une vie active, il y a des responsabilités, on est payé pour. Donc, quand on reçoit un salaire, on doit produire aussi un certain nombre de choses. Et ça, il faut que ça migre un peu dans la tête des jeunes, malgré tout. Même si on est là pour eux, mais ils doivent aussi donner quelque chose en retour. Bien sûr. Et ça, c'est un challenge. Si tu devais donner un conseil au jeune Steven qui commence son apprentissage demain à 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Essaye de sois persévérant avant tout. Laisse-toi pas démoraliser par les premières difficultés parce que de toute façon t'en auras. Mais essaie d'être persévérant parce que je pense que la persévérance te permet d'aller assez loin et puis de t'ouvrir des portes. Donc je parle pour mon parcours, mais c'est vrai que j'aurais pas pensé pouvoir en arriver là. Alors bien sûr, j'ai des faits de vie qui ont fait, je suis tombé sur Jean-François qui m'a ouvert des portes, sans lui peut-être j'aurais pas été là, mais j'aurais peut-être fait autre chose, je sais pas. Mais il y a toujours une petite part de chance, mais faut aussi se la provoquer et faut être persévérant. Et c'est vrai que j'ai eu plein de difficultés avant, où l'entreprise allait pas forcément bien, j'avais une équipe où je m'entendais pas forcément bien, mais je suis resté parce que je m'entendais bien par contre avec Jean-François. Donc grâce à ça, j'ai pu accéder à certaines choses et pas dire je change quoi, je vais ailleurs, comme ça se passe quand même assez vite de nos jours où on a
les difficultés, on préfère aller voir ailleurs. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour le partage. Avec plaisir, c'était top. Et puis à tout bientôt. Merci pour l'invite.